Nous sommes de retour pour la deuxième partie de notre émission consacrée aux mutineries en Côte d'Ivoire. Et pour cette deuxième partie, un nouvel invité m'a rejoint, Steve Beko. Vous êtes consultant en communication politique, membre de l'Union des générations nouvelles. Merci, M. Beko, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Brice Nzamba est resté avec moi, de même que M. Diaby Kader. Merci à vous également. Tout a commencé en janvier 2017, lorsque des mutineries éclatent dans plusieurs villes du pays. Très vite, le gouvernement prend des mesures pour juguler la crise. Seulement voilà, pendant qu'un groupe d'ex-mutins demande pardon au président de la République ce vendredi 12 mai à Bouaké et renoncer aux revendications, c'est toute une série de mutineries qui s'emparent du pays. Alors quel regard porter sur la gestion que fait le gouvernement ivoirien des mutineries en Côte d'Ivoire? Élément de réponse dans ce sujet de la rédaction signée Oumou Kassoumba. En Côte d'Ivoire, les mouvements de mutinerie sopradique qui troublaient le pays depuis janvier 2017 se poursuivent. Ce lundi 15 mai encore, des soldats mutins armés ont assiégé plusieurs villes, dont celle de Bouaké, située au centre du pays, et la capitale Abidjan. Ils réclament le paiement de leurs primes. Des tirs ont retenti en provenance des camps militaires d'Akoedo Est, les plus grandes casernes du pays. En ville, les commerces et les écoles sont fermés. Les populations effrayées déplorent cette situation. 6h moins, disons 5h55, j'étais venu au poste. Et jusqu'à présent, personne n'est venu au travail. J'étais venu très tôt le matin au travail. Bon, vu la situation, je suis obligé de rentrer. Je partais à déposer des effets du bureau, mais malheureusement tout est fermé. Je retourne à la maison. Disons aux alentours de 9h, on est venu du boulot, on a été obligé de fermer parce qu'il y a beaucoup de bruit de tirs et tout. La tension était vive ce lundi 15 mai en Côte d'Ivoire. La mutinerie a occasionné des dégâts matériels, des blessés et des pertes en vies humaines. Face à ces situations, le gouvernement a très vite mis en œuvre des stratégies de sortie de crise, notamment des négociations avec les mutins. Au sortir des négociations le soir, un accord a été trouvé. L'état-major général des armées a entrepris des échanges avec les soldats ce lundi 15 mai 2017. À l'issue de ces échanges, un accord a été trouvé sur les modalités de sortie de crise. Par conséquent, nous appelons l'ensemble des soldats à libérer les corridors, à retourner dans les casernes et à veiller à la quiétude des populations. Nous invitons les populations à garder leur calme et nous les assurons que tout est mis en œuvre pour un retour rapide à une situation. Parmi les engagements pris par le gouvernement ivoirien figure en bonne place la mise en œuvre effective de la loi de programmation militaire votée en janvier 2016. Objectif, déterminer les ressources que le pays entend consacrer à la défense en vue d'avoir une armée opérationnelle et professionnelle à l'horizon 2020. Elle permettra également de déterminer avec précision l'effectif exact des forces armées de la Côte d'Ivoire. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, a donné instruction pour la mise en œuvre effective de la loi de programmation militaire qui prend en compte les préoccupations des armées dans leur entièreté. Rappelons que les mutins réclament les reliquats de primes promises par le gouvernement après les mutineries de janvier. Initialement, ils réclamaient 12 millions de francs CFA pour chacun d'eux. Le gouvernement avait procédé au versement de 5 millions de francs CFA. Le reliquat devrait être versé à partir de ce mois de mai. 100 milliards, 200 millions. Plus 100 milliards. 1 milliard, 800 millions. Voilà. Steve Beko, le gouvernement ivoirien doit-il aujourd'hui débourser 7 millions de francs CFA par mutin? Vous savez, le régime Ouattara s'est engagé à payer ces mercenaires qui ont combattu pour le porter au pouvoir. Je pense que lors de la récente mutinerie de janvier 2017, M. Ouattara lui-même, dans une intervention télévisée, a dit qu'il s'engageait à faire face à toutes les revendications des mutins, des revendications d'ordre financier, mais aussi corporatistes. Donc dès lors que celui qui est censé être le chef de la nation et le chef de l'armée s'engage, il est important qu'il respecte sa parole. Ce qui est dommage, c'est le fait que le contribuable doive assumer de payer des gens qui ont combattu pour installer un individu. En gros, il faut satisfaire les revendications pécuniaires dans leur intégralité. Dès lors que le chef de l'État s'est engagé, il faut... Dès lors qu'il s'est engagé, il faut effectivement payer. Monsieur Kader. Mais vous savez, je découvre Steve, hein, c'est la première fois là qu'on débat, mais je trouve regrettable pour quelqu'un qui est membre qui serait quand même membre de l'Union Génération Nouvelle de ne pas aller de l'avant. De ne pas aller de l'avant. Vous savez, on a une armée qui est recomposée.
Et accuser des membres de cette armée de mercenaires, je trouve que ce n'est pas faire preuve d'avancée intellectuelle et d'avancée pour une stabilité et pour une Côte d'Ivoire nouvelle. Ça, c'est cela dit. Mais je pense que le président de la République... Qu'est-ce que vous contestez dans ce propos? Déjà, la forme. J'ai parlé du mot mercenaire. On a une armée qui est républicaine. On ne peut pas retourner encore avec les mêmes langages de crise qui nous ont apporté aujourd'hui, qui ont créé du désarroi dans nos familles aujourd'hui, et puis utiliser ces mêmes mots qui vont faire revenir. Cela dit, pour répondre précisément à votre question, le président à la gestion qu'on doit faire aujourd'hui des mutineries dans votre pays. Le président de la République, de ce que je sais, a pris l'engagement de payer par tous les mois 1 million à chaque mutin. Cet engagement a été pris, sauf que, vous l'avez signalé en introduction, au mois de mai, leurs porte-parole sont venus demander à ce que ces 7 millions qui restaient, ils renoncent à cela. Ça s'est passé le vendredi dernier. Ça s'est passé le vendredi dernier. Et à la grande surprise, on voit que la base n'était pas informée et qu'il y a des revendications. Ça montre un dysfonctionnement dans l'armée, une certaine indiscipline qu'il faut corriger. Et il revient à la hiérarchie militaire de prendre la mesure et de sanctionner là où il faudrait sanctionner. Mais l'engagement pris par le président de la République, je crois savoir qu'il y a déjà eu 5 millions sur les 12 millions qui ont été versés. Il faut aller au bout de l'engagement pris pour que les militaires sont des citoyens, sont des fonctionnaires comme nous autres, comme d'autres personnes, comme tout le monde. Il y a des revendications qui ont été portées auprès du président de la République. Le président a pris des engagements. Il faut que ces engagements soient tenus. Qui a été effectivement prise en janvier, très rapidement, avant de venir à vos 2016, doit-elle aller jusqu'à faire une sorte de... Je ne parlais pas de purification, mais doit-on... Quand je dis certains éléments de votre armée aujourd'hui, est-ce qu'il y a pas aujourd'hui besoin de se séparer de certains éléments de votre armée? Il y a surtout besoin de faire en sorte que l'armée soit la plus républicaine possible. Et que consiste concrètement à faire quoi? Ça peut aller vers de la formation, ça peut aller vers des sanctions, s'il le faut, vers de la démobilisation, pourquoi pas. Mais je pense que ce type de décision, il revient à la hiérarchie militaire de prendre la mesure de la situation et d'apporter les réponses qui valent bien. Vous savez, monsieur, si vous permettez, je souhaite répondre rapidement à M. Diaby, l'ancien représentant du RDA à Lille, pour dire quoi? Pour dire qu'on ne peut pas résoudre un problème si on ne remonte pas à la genèse de la crise. Oui, mais les premières mutineries, ce que je tiens à préciser, non, il ne s'agit pas de réécrire l'histoire, il s'agit de situer les faits dans leur contexte. Quand on fait croire que ceux qui se mutinent aujourd'hui appartiennent à l'armée, il faut expliquer comment est-ce qu'ils intègrent l'armée. Ce sont des mercenaires que l'on a recrutés ici et là pour faire tomber un régime, pour porter M. Ouattara au pouvoir. C'est des Ivoiriens ou pas? Et aujourd'hui, M. Ouattara... Non, je ne parle même pas de leur nationalité. On me dira... Moi, c'est même pas ça mon problème. Je pensais que ce sont des mercenaires ivoiriens. Dans aucun pays au monde, on ne paye des militaires, ils ne prennent en otage un pouvoir parce qu'ils ont défendu leur pays. Ça n'existe pas. Et aujourd'hui, M. Ouattara, vous parlez de la gestion... Vous parlez de la gestion... Oui, mais les primes de guerre, elles sont légales et c'est l'armée, c'est la hiérarchie militaire qui les traite. Là, nous sommes dans un cas où les militaires eux-mêmes disent nous avons porté M. Ouattara au pouvoir, nous réclamons qu'il nous paye notre argent. Mais ce qu'il faut préciser, M. Togboy, c'est que... S'il vous plaît. En 2014, en novembre 2014, il y a eu une première mutinerie de ces mêmes 8400. Et l'État avait versé 5 millions par personne. Et on ne le dit pas assez, parce qu'on pense qu'elle vient de commencer, c'est depuis 2014. Ensuite, en janvier 2017, il y a eu les mutineries dont nous parlons aujourd'hui. Après les forces spéciales, qui sont censées être l'élite de l'armée ivoirienne, se sont mutinés à Diaké. Des montants ont encore été versés. Donc nous disons que M. Ouattara est aujourd'hui otage de son armée qu'il a portée au pouvoir. Et ce qui est grave, quand nous aujourd'hui l'opposition, nous appelons à la réconciliation nationale, nous appelons à ce qu'il y ait un dialogue politique inclusif pour régler tous ces problèmes. Le gouvernement fait la sourde oreille. Mais cela aurait donné... Que le gouvernement fait la sourde oreille? Parce que le gouvernement, que ce soit le FPI dans le temps... Comment vous l'envisagez? Sous quelle forme vous l'envisagez? Nous pensons, M. Togboy, qu'aujourd'hui, il faut, après la crise que nous avons connue, que la société ivoirienne, toutes les couches sociales, se retrouvent pour discuter. Parce que tant que ce ne sera pas fait, si M. Ouattara aujourd'hui rassemble tous les opposants, toute l'opposition de lui, cela lui donnera une légitimité nécessaire pour traiter ce genre de cas. Mais tant qu'il ne le fera pas, il restera le chef d'un camp et il restera l'otage des mercenaires qui l'ont porté au pouvoir. Je peux répondre. Non, avant que... Brice, non. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, on voit une armée fracturée, divisée en plusieurs composantes. Il y a les pro-Gbagbo qui ne sont mêlés à aucun des camps. Il y a ceux qui veulent en découdre avec les mutins et qui considèrent qu'ils n'ont pas à faire ce genre de revendications. Est-ce que finalement, cette armée
est le reflet de la société ivoirienne aujourd'hui. Oui, mais parfaitement. C'est-à-dire que nous sommes là en train de voir en germe, et d'ailleurs même plus qu'en germe, à une étape assez développée, de ce que, en fait, du problème ivoirien aujourd'hui. C'est-à-dire que on a en fait une armée qui a du mal à devenir encore républicaine et qui, par manque de formation et par sa genèse, comment est-ce qu'elle a été récomposée, et qui est en fait le reflet des contradictions sociologiques et politiques de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que vous avez ceux qui estiment que ce sont eux qui ont défendu la légitimité du président Ouattara et qui ont imposé sa reconnaissance et qui ont donc droit à certains privilèges. Et puis il y a d'autres aussi, quelque part, qui pensent ne pas avoir démérité et qui ne comprendraient pas dans l'avenir pourquoi on devrait privilégier certains et pas eux. Alors moi, ce que je dis aujourd'hui, sans être prophète, c'est que après avoir contenté ceux qui se mutinent aujourd'hui, ça ouvre la porte à d'autres qui vont dire aussi, écoutez, nous aussi, on a pris des risques, et pourquoi pas nous? Et puis les salariés, les fonctionnaires, ils vont recevoir dire, écoutez, nous aussi, on a serré la ceinture pendant longtemps, pourquoi on augmente là-bas et pas nous? Et je pense que le président Ouattara devrait réinvestir son autorité. Et moi, je pense que politiquement, ce ne serait pas inexact pour qu'il ait plus de force de manœuvre, de marge de manœuvre, de pouvoir s'allier avec certaines franges d'opposition. Il est encore dans le registre de la confiance mutuelle. Il a dit dans l'élément que nous avons visionné dans la première partie, je vous fais confiance. Il le disait donc aux mutins qui étaient donc à l'effet acte de contrition. C'est politique, c'est-à-dire qu'il y a des mutins qui ont fait œuvre, qui ont compris qu'ils étaient dans l'erreur et qui donc le vendredi sont passés pour dire qu'en fait, on n'est plus pour avoir les 7 millions restants. Et c'est la preuve, ils ne sont pas assez représentatifs. Voilà, c'est la preuve qu'il y a même un problème de renseignement. J'irai plus loin. Parce que quand on ne sait pas ce qui se passe dans ces casernes, ça veut dire qu'on contrôle rien. Voilà, c'est la vérité. Donc aujourd'hui, moi je pense aux institutions ivoiriennes. Je pense au président Ouattara qui aujourd'hui incarne ces institutions. Et je pense qu'il devrait réinvestir son autorité et avoir plus de marge. Parce que la vérité, c'est qu'il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. C'est pour cela qu'il est pris en otage. Il lui faut une base plus élargie qui lui permettra d'avoir plus de marge de manœuvre pour espérer isoler ceux qui s'agitent. Parce que dans l'armée, il y a plusieurs. On peut envoyer des militaires faire de l'agriculture. Et je ne comprends pas pourquoi dans les pays africains, l'armée, c'est que dans des casernes pour attendre de faire le coup de fusil. L'armée, il y a plusieurs. Absolument. Il y a le génie civil, il y a le génie militaire. Voilà, très rapidement. Très rapidement. Je viens à vous tout de suite. Je suis entièrement d'accord avec ce que mais très rapidement, il faut aujourd'hui que M. Ouattara comprenne qu'il ne pourra pas tout seul, dans un régime dictatorial comme il le souhaite présentement, arriver à régler les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Il faut que toute la nation ivoirienne, il faut que toutes les composantes... Vous pensez que ce n'est pas le cas aujourd'hui? Non, monsieur, il nous faut aller à un véritable dialogue. Pas seulement un dialogue entre les politiques, mais un dialogue entre toutes les couches de la société. Vous savez, M. Ouattara, aujourd'hui, on lui met un fusil sur la tempe, il paye. On lui met un fusil sur la tempe. Et aujourd'hui, ces mutins sont devenus, excusez-moi, les enfants, ils sont devenus les enfants chéris des enfants gâtés de la République. Pendant que les fonctionnaires quand les fonctionnaires rentrent en grève, on les menace de radiation. Quand les étudiants rentrent en grève, on envoie l'armée les mater. Je rappelle qu'il y a quelques mois de cela, on a maté des paysans qui marchaient dans les rues d'Abidjan pour protester. Donc, quand on mate certains et qu'on chérit d'autres, malgré le fait qu'il y ait des morts, quand on pille des entreprises, monsieur, comprenez qu'aujourd'hui, moi je parle, on n'en parle pas assez, mais les entrepreneurs ivoiriens, les jeunes entrepreneurs ivoiriens, est-ce que vous savez combien cela a coûté ces jours où la Côte d'Ivoire a fonctionné? Ces 3 jours, effectivement, où il y a eu des mutineries en Côte d'Ivoire, c'est un manque à gagner important pour les entreprises de votre pays. Monsieur Kader, le moins qu'on puisse dire, s'il vous plaît, c'est que la hiérarchie militaire n'a pas la maîtrise des effectifs. Je trouve regrettable ce que j'entends. Vous savez, notre armée, il est important. On est dans une situation notre armée, on prend souvent le temps d'oublier ce qui s'est passé. On a eu des coups d'État militaires en 99. L'armée, suite à des questions de primes également, donc vous pouvez remonter à cela. En 2002, il y a eu encore une nouvelle rébellion. En 2004, il y a eu encore des faits militaires, etc. Vous voyez, on a aujourd'hui... Et puis, sans oublier que entre 2000 et 2010, il y a eu beaucoup de mercenaires qui sont rentrés dans l'armée sous Laurent Gbagbo ou autres. Je pense qu'il est important que tous ces éléments-là soit réunifié correctement. Et que le discours que je tiens aujourd'hui, qui dit que notre armée doit être disciplinée, ce discours, il est valable. Aussi bien pour ceux qui sont... Quand vous dites votre armée doit être disciplinée, elle doit être formée, elle doit... Maître Brice a tenu un certain nombre...
Doit-on mater? C'est ce que j'ai... Aller jusqu'où on peut aller quand il le faut. Mais cela se fait sur la base des règles de la hiérarchie militaire. Je ne suis pas militaire. Ce n'est pas sur ce plateau de télé que nous allons dire que les militaires doivent être matés. Mais il y a une hiérarchie. Le gouvernement avait promis mater avant de céder. Et c'est cette hiérarchie qui doit prendre ses responsabilités. Nous en convenons. Il faut trouver des motifs, en tout cas, trouver le moyen d'occuper l'armée, etc. Il faut tenir les engagements. Et puis, il faut redonner de l'espoir. Moi, quand je vois aujourd'hui, après une mutinerie qui a commencé le lundi et qu'aujourd'hui, hier, les banques avaient fermé. Hier, les banques avaient fermé. La BAD n'a pas ouvert. Aujourd'hui, je vois que toutes ces organisations, toutes ces institutions internationales appellent aujourd'hui à ouvrir et appellent leur personnel à retourner travailler. Je prends espoir. Hier encore, j'étais à HEC où le vice-président de la République de Côte d'Ivoire tenait des engagements, parlait des défis de l'Afrique. Aujourd'hui, nos défis sont multiples. Il y a le défi sécuritaire. Vous avez raison. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Il y a tout le défi lié aux attentats terroristes qu'on n'aborde pas. Il n'est pas de l'intérêt de M. Steve Beko et de moi-même et de toute la population ivoirienne que la Côte d'Ivoire soit déstabilisée. Nous devons trouver des raisons objectives, des méthodes objectives pour qu'ensemble, sans utiliser des mots belliqueux tels que mercenaires, vous avez raison. En essayant de se projeter sur le futur, vous avez raison que la Côte d'Ivoire se retrouve avec la stabilité et retrouve avec la paix. Vous avez dit quelque chose, vous avez posé une question qui pour moi est pertinente, qui était de savoir est-ce que l'État devait sévir contre ces mutins. Oui. Parce que cela fait des années que nous les subissons. Oui. Que la population les subit. Je rappelle des années, moi je pense que vous avez entendu les s'il vous plaît, vous pouvez me permettre de finir. Je rappelle que dès le début de la mutinerie, le même jour, l'État, à travers une intervention télévisée, a promis mater. Le chef d'état-major de l'armée, M. Sekou, il a promis que tous les mutins qui ne déposeraient pas les armes et qui ne retourneraient pas en caserne seraient matés. Il a promis. Tout à fait. Donc quand on dit qu'il faut... Et vous pensez qu'il doit aller jusqu'au bout? Non, est-ce qu'il en a les moyens? Il n'en a pas les moyens. Il n'en a pas les moyens aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que je dis, c'est que ceux qui dirigent l'armée de Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ce sont les mutins. Quand le chef d'état-major parle et que sa parole n'est pas fiable, quand le chef de l'État lui-même parle et que la parole n'est pas fiable, alors le pays est livré à des armées mexicaines. C'est ce que nous constatons aujourd'hui. Merci à vous d'avoir participé à cette deuxième partie. Mesdames et messieurs, nous marquons une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission. À tout de suite.